Conseil scientifique de l'Institut des Amériques, dans un moment qui est toujours un moment de rituel, puisque ça fait à peu près maintenant 10 ans que nous remettons des prix de l'IDEA, mais avec cette particularité cette année que nous sommes en présentiel, ce qui habituellement nous paraît assez normal, mais est vécu comme une sorte de petit miracle après ces 18 mois que nous venons de passer. Alors ces prix, vous allez le voir, c'est l'occasion de mettre la jeune recherche au centre, comme nous avons essayé de le faire tout au long de ce congrès, d'ateliers, de tables rondes, d'expositions. Nous avons aussi, dans un esprit d'innovation qui nous est propre, fait du traditionnel, mais aussi cette année, nous allons innover avec un prix de la monographie qu'on va vous présenter, avec cette idée qui est fortement intériorisée dans nos travaux, que nous sommes une sorte de pont entre les Amériques, dans le transatlantique, en lien avec nos partenaires européens. J'en profite pour saluer nos collègues de l'ULB. Pensez aussi avec notre partenariat avec ELAC, extrêmement important. Un pont aussi entre les disciplines. La dernière table ronde que nous venons de passer montre bien combien le dialogue entre ces disciplines est utile et fécond. Et puis évidemment, un pont entre les générations, c'est l'objet de la cérémonie de ce soir, et un pont entre les divers mondes, le monde non académique évidemment. Nous avons eu l'occasion lors des tables rondes de cet après-midi d'aborder largement cette question. Mais le lieu qui nous héberge aussi ce soir est l'occasion de sortir du cadre de nos universités et de nos laboratoires pour aussi valoriser d'une certaine manière les travaux de nos chercheurs. Alors nous avons pensé cette cérémonie comme l'occasion de mettre en avant des recherches qui ont été particulièrement fécondes. Et une des conclusions de notre dernière table ronde était de dire qu'il fallait encore encourager plus que jamais la production scientifique, mais cette production, elle ne peut se faire que grâce à des partenaires. Et ça nous paraissait un bon moment pour vous présenter ces institutions avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous avons beaucoup de plaisir à travailler. Et puis, évidemment, si je monopolise la parole ce soir, ce n'est pas en tant que chercheur, mais en tant que porteur d'un collectif, et je voudrais par là même remercier 3, cercles de personnes. Le premier, c'est l'équipe de l'IDEA que vous avez vue en action, que vous connaissez tous, et en particulier Virginie Aron et Charlotte Lemerdy, qui ont été particulièrement actives dans la réalisation de cette soirée. J'associe évidemment Juliette Serafini et Marion Magnan en super pilote de cette opération. Je voulais associer évidemment tous les experts qu'on oublie souvent, qui ont contribué à ces expertises, puisque qui dit prix de l'IDEA et contrats doctoraux dit en amont tout un réseau d'experts qu'on a mobilisés pour faire émerger ces travaux de très grande qualité. Et puis bien sûr, je voulais associer à ce moment l'ensemble du bureau de l'Institut des Amériques, Paul-Henri Giraud, notre secrétaire général, Carlos Quena, notre vice-président, qui s'active, travaille intensément tout au long de l'année dans un travail parfois invisible, mais indispensable au bon fonctionnement de notre institution. Alors je ne voudrais pas être trop longue, mais je le redis, c'est un temps de célébration, un moment qui fait sociabilité. Nous avons largement évoqué l'importance du lien en sciences humaines et sociales, de ce lien retrouvé, et donc je le vis comme un moment particulièrement heureux parce que nous célébrons des réussites individuelles, des réussites collectives. Et j'en voulais en profiter pour dire un très grand merci à la Fondation des États-Unis qui nous accueille ce soir pour cette remise de prix, mais aussi qui a accueilli nos travaux. C'est ça la grande richesse d'un réseau et de son ouverture. Donc je vais donner la parole à une série d'intervenants. Nous allons commencer par Anne Crémieux. Donc vous allez voir, c'est extrêmement organisé par un superbe PowerPoint qui va vous permettre de suivre, d'identifier en particulier les lauréats. À vous, Anne. Ceci, vous m'entendez ? Parfait. Écoutez, bienvenue à la Fondation des États-Unis.
que je co-dirige avec Sophie Vassé. C'est la Maison des étudiants américains à Paris. On remercie beaucoup l'IDEA d'avoir accepté et eu l'idée de faire jouer 2 résidents et en plus donc une résidente du 5e étage, étudiante en musique, maintes fois récompensée, lauréate de nombreux prix, et un étudiant, si je me trompe pas, en sciences politiques, qui se trouve aussi être le président du comité des résidents, qui fait beaucoup pour la maison, et une maison aussi où on rencontre énormément de gens et où on peut justement faire ce genre de choses avec une quasi-professionnelle, quand on est soi-même amateur, de très grands talents aussi, puisqu'on a beaucoup de talents dans cette maison, au 5e étage où on a nos artistes, mais aussi à tous les étages, comme ça a été démontré. La Maison des étudiants américains à Paris est diplomatiquement située juste au nord de la Maison du Mexique, en face, et aussi nos voisins, la Maison du Canada, la Maison de l'Argentine, la Maison du Brésil, qui font que c'est vraiment le lieu idéal pour organiser un congrès de l'Institut des Amériques, aussi dans l'esprit de paix et de collaboration sur lequel est construit la Cité internationale universitaire de Paris. C'est aussi le choix des nombreuses tables rondes qui animent ce congrès et où on discute, on échange, et les expositions, le festival, où la réflexion intellectuelle se projette dans des événements culturels qui la prolongent, comme on le fait ici dans la plupart des maisons, qui ont parfois des halls et des lieux, comme on a la chance d'avoir ici depuis la construction de la maison. Ce salon a été le vœu de la fondatrice de la maison qui a imposé à l'architecte de rajouter cet espace pour donner un lieu où les étudiants d'origine venaient danser. Alors je vous avoue que ça n'arrive plus très souvent aujourd'hui qu'on ouvre ce salon pour danser. La musique a aussi changé, mais aussi ce 5e étage qui a été prévu pour les arts, pour les artistes, et donc pour qu'il y ait un vrai programme culturel. Je vous invite à consulter ce programme culturel sur le site de la Fondation. Tous les événements sont gratuits. Je vous invite tous les premiers mercredis du mois, c'est vraiment très très sympa, de venir voir l'exposition qui a lieu ici, en haut sur la galerie, et aussi tous les 2 week-ends, tous les 2 dimanches à 17h, Lucie et d'autres résidents musiciens du 5e étage qui invitent aussi des musiciens du reste de la cité universitaire, vous invitent à leurs rendez-vous musicaux où ils jouent les morceaux sur lesquels ils sont en train de travailler. Vous pouvez, pendant que vous êtes ici, pendant que vous nous écoutez, si vous vous ennuyez, vous pouvez admirer les fresques du peintre franco-américain La Montagne Saint-Hubert. À gauche, vous avez les 4 âges de l'art français. Je vous laisse deviner lesquels. Et puis derrière vous et devant vous, la célébration du sport et de la nature sous l'Antiquité, dans un décor antique, on va dire. Voilà. Je vous souhaite un excellent congrès et je donne la parole à... Moi, je n'ai pas le programme sous les yeux. Mais quand même, ça s'affiche. Donc, on a une idée. À la directrice de l'INSHS. Donc, pour ceux qui sont fâchés avec les acronymes, c'est donc la partie du CNRS qui s'intéresse aux sciences humaines et sociales. Bonsoir, je me présente, je suis Marie Gaille. J'ai pris la suite, pour celles et ceux qui le connaissent, de François-Joseph Rougiou il y a 23 jours, très exactement. Voilà, donc je suis très heureuse d'être parmi vous en chair et en os ce soir pour célébrer et participer à cette remise de prix. Et je tiens particulièrement à saluer Monsieur Saint-Jour, le président de l'IDEA, ainsi que toute son équipe, les 250 laboratoires qui sont associés à ce GIS, les 123 partenaires et bien sûr notre hôte donc de la Maison des Amériques. Ce GIS en fait beaucoup d'envieux à l'Institut des sciences humaines et sociales, puisque vous le savez peut-être, nous participons ou portons, et pour ce qui est de ce GIS, nous le coportons avec l'Université Sorbonne Nouvelle. Nous sommes liés au GIS Asie, au GIS Afrique, au GIS Moyen-Orient, mais ce GIS, par son extension, son histoire et son
son importance est tout à fait particulier, puisque déjà depuis une 50aine d'années, il s'efforce d'établir des ponts entre la recherche sur l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, qu'il le fait sur tout l'arc des disciplines des sciences humaines et sociales dont nous nous occupons à l'Institut des sciences humaines et sociales, qu'il le fait avec un réseau de partenaires français, européens et bien sûr américains, et qu'il construit une vision tout à fait originale des processus américains, qui est claire, au-delà même des objets étudiés par les chercheurs réunis dans ce GIS, l'ensemble en fait des sciences humaines et sociales, quelles que soient finalement les questions ou les thématiques abordées. Ce qui caractérise aussi pour nous, au premier chef, ce GIS, c'est le fait qu'il ait favorisé, et qu'il continue bien sûr à le faire, la circulation des questionnements entre les chercheurs américains et français, voire européens. Et ce qui le caractérise encore au premier chef, c'est son ouverture épistémologique et méthodologique, puisque aucun primat n'est donné à une discipline particulière, à une méthodologie particulière, à une épistémologie particulière, ce qui fait que ce GIS est par excellence ce qu'il doit être, un lieu d'échange et de propositions partagées à travers les colloques, les projets que vous faites et que vous organisez. Voilà, donc je tenais encore une fois au nom du CNRS à vous féliciter, à vous souhaiter une année académique cette fois-ci pas placée sous le signe de la pandémie, de façon à ce que vous puissiez reprendre vos circulations et vos échanges dans les colloques et missions que vous ferez à l'étranger, en Amérique, donc du Sud ou du Nord. Merci à vous. Alors, pour être dans une transition toute naturelle, nous allons maintenant évoquer les partenariats. 2 partenariats en particulier. La commission américaine, franco-américaine Fulbright. Merci. Donc, c'est un partenariat qui nous unit maintenant depuis 4-5 ans, qui nous permet d'avoir chaque année 2 travaux de terrain qui sont cofinancés. Et donc, on a beaucoup rappelé ces derniers jours l'importance du terrain dans nos travaux en sciences humaines et sociales. Donc, 2 travaux de grande qualité qui s'affichent. C'est un moment d'émotion, puisque certains d'entre vous le savent. La commission franco-américaine a perdu son directeur il y a quelques semaines, et donc on voulait aussi consacrer un temps de mémoire et de souvenir pour Arnaud Rojoux de Boubé, qui nous a accompagnés dès le début, qui y a cru, qui nous a soutenus, et on le sait tous et toutes, travailler avec lui, participer à des sélections de dossiers, c'était un moment toujours humainement extrêmement agréable. C'est vrai que ça a été une année difficile pour nous autres américanistes. Vous allez voir sans doute l'exposition dédiée à Romain Guignard. Les nord-américanistes ont aussi perdu beaucoup de collègues, je pense notamment à Marianne Debouzy. Donc c'était important de dire que dans un réseau, on est sensible à cette question de celles et ceux qui ont été des passeurs et qui ont joué un rôle formidable intergénérationnel. Donc maintenant, deuxième grand partenariat, vous l'avez vu, et c'est comme un symbole des maisons qui nous ont accueillis et qui nous accueillent ce soir, les États-Unis, mais aussi le Mexique, qui occupe une place toute spécifique à l'intérieur du réseau, et ce beau partenariat autour de la MUFRAMEX, qui, depuis aussi, là aussi, 4-5 ans, nous permet de mettre en avant une jeune recherche, et je suis ravie que Sonia Rose puisse se joindre à nous ce soir pour nous en présenter les éléments les plus saillants. C'est un programme extrêmement riche, vous en avez un aperçu. L'idée pour les plus curieux, c'est d'aller voir plus loin sur le site internet. Sonia, à vous. Bonjour à vous tous, vous m'entendez bien? Oui, d'accord. Alors, je suis Sonia Rose, je suis directrice de la maison universitaire franco-mexicaine, qui n'est pas une maison, mais qui est une structure de coopération bilatérale franco-mexicaine dans le domaine de la recherche et de la formation par le biais de la recherche. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter d'une façon extrêmement brève, justement, la collaboration que nous avons entamée il y a 5 ans avec l'Institut des Amériques autour des aides à la recherche doctorale et aussi pour vous présenter le réseau Recherche France-Mexique
que nous avons lancé avec nos tutelles, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et la Secretaría de Educación Pública, tout comme avec le MAE, la Secretaría de Relaciones Exteriores et le CONACYT. Ce réseau est ouvert à tout chercheur, enseignant-chercheur, en poste, soit au Mexique, soit en France. Donc, il ne s'agit pas d'une question de nationalité, mais plutôt de où la personne se trouve du point de vue institutionnel. Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder plus d'informations sur notre site. Je vous remercie. C'est une incitation en fait beaucoup plus large à penser de futurs sujets de recherche, de futurs doctorants à encadrer, à engager, à faire des travaux de thèse dans les Amériques pour les années à venir aussi. Cette valorisation et cette mise en avant de nos partenaires. Alors, il revient maintenant à un moment extrêmement important pour nos jeunes chercheurs, c'est la remise des prix de thèse. Alors, cette année, nous avons une moisson particulièrement riche puisque nous allons à la fois célébrer la promotion 2021 et celle que nous n'avons pas pu célébrer l'année dernière, en 2020. Vous les voyez apparaître tous les deux. Je crois qu'ils peuvent même directement venir sur le devant de la scène. Donc vous le savez sûrement, hein, nous faisons un appel à candidature. Nous recevons de très nombreuses candidatures que nous expertisons, que le conseil scientifique expertise. Chaque année, nous retenons 4 dossiers qui se distinguent tout particulièrement. Ces 4 dossiers vont pouvoir publier leur thèse aux presses universitaires de Rennes dans une collection que nous avons co-créée, Institut des Amériques, Presse universitaire de Rennes, avec cette idée qu'il fallait valoriser les nouveaux travaux. Et parmi ces 4 travaux, d'excellente qualité comme vous l'imaginez, chaque année, nous avons la tâche cruelle de sélectionner et de choisir un travail qui se distingue à la fois par sa qualité scientifique, par son originalité, par ce qu'il dit sur les Amériques. Et donc, 2 lauréats qui sont sur scène. Donc, 2020, alors je vais me mettre en face parce que ma vue est baissante. Donc, Natalia Capellini. Natalia, à vous l'honneur. Donc, très investie aussi dans les réseaux de l'Institut des Amériques, qui fréquente aussi assidûment nos locaux, puisque c'est un point qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder. Hein. Nous sommes comme délocalisés à la cité universitaire aujourd'hui, mais la grande originalité de l'Institut des Amériques, du GIS, c'est d'avoir un lieu permanent où l'ensemble de l'équipe travaille, où nous accueillons de jeunes chercheurs, et c'est l'occasion de faire passer le message que les chercheurs travaillant sur les Amériques, ils sont bienvenus, et évidemment les jeunes chercheurs qui trouvent là un espace à la fois de tranquillité de la réflexion, mais aussi de lien, d'échange, avec la possibilité de participer à des séminaires ou autres. Natalia, si vous voulez préciser, c'est ma thèse en 180 secondes, en moins de 180 secondes. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Je voulais tout d'abord dire que je suis très honorée d'avoir eu ces prix. C'est toujours un énorme plaisir d'avoir son travail de thèse qui n'est pas toujours facile et souvent très long, récompensé. Je voulais aussi remercier l'Institut des Amériques, non seulement pour ces prix, mais justement pour m'avoir offert un cadre de travail, parce que j'ai écrit ma thèse dans les bureaux de l'Institut des Amériques, qui était bien plus que seulement un cadre de travail, mais beaucoup de rencontres et des moments conviviaux et des recherches très intéressantes qui m'ont beaucoup stimulée. Je me remercie aussi mon directeur de thèse, ici présent, Grégory Kenney, pour m'avoir accompagnée, et puis toutes les personnes qui m'ont aidée dans ces chemins. Et donc, ma thèse, j'ai fait une thèse sur la construction des barrages hydroélectriques en Amazonie pendant la dictature militaire. J'ai notamment travaillé sur le barrage de Tucuruí dans les fleuves Tocantins, dans les Pará. Et en fait, plutôt qu'une réflexion plus typique sur les impacts environnementaux et sociaux d'un barrage, j'ai voulu réfléchir sur l'action de la dictature militaire en Amazonie
mais aussi de manière plus longue sur les rapports entre État, capital et idéologie et l'appropriation des ressources dans ces territoires. Et pour cela, je suis doublement contente d'avoir ces prix parce que ça va me permettre de publier ma thèse, parce que je suis profondément convaincue que l'histoire est un outil important pour penser les présents, non pas parce que l'histoire se répète telle qu'elle, mais en éclairant et en complexifiant notre vision du passé, nous pouvons avoir voir de nouvelles voies pour action dans les présents. Et donc pour cela, j'espère que mon travail puisse être un outil pour penser la situation actuelle en Amazonie, au Brésil, mais aussi pour réfléchir au rapport entre État et crise écologique et climatique que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je poursuis cette question actuellement dans un postdoctorat à l'IHEID en Suisse, où je travaille sur les liens entre pétrole et les siècles du développement en Amérique latine. Et bon, je vous remercie et bonne soirée. Lucas, à vous l'honneur. Bonsoir. Je commence bien évidemment par remercier l'Institut pour ses prix. C'était une surprise pour moi. et je remercie aussi le jury pour tenir compte de ma proposition de thèse. Je cherchais pas l'originalité, mais il s'est avéré que mon souci très personnel, très individuel, a fait que quelque chose se passe dans le texte. Bien évidemment, grâce à ma directrice de thèse, Marie Cuillet, qui est dans la salle, merci beaucoup. Mais aussi grâce à l'expérience qu'on a vécue dans mon pays, l'expérience des victimes. C'est une expérience ambiguë, une expérience qui appelle la reconnaissance, mais dans la reconnaissance des victimes, beaucoup de choses se passent, et surtout beaucoup de choses qui les juristes appellent surtout sous le nom de la 12e victimisation ou victimisation de 12e degré. Et c'est autour de ces problèmes-là, de cette ambiguïté, que je voulais travailler. Et j'ai décidé de le travailler comme un problème politique et comme un problème de subjectivation. Mais surtout dans la perspective de comment de la dévictimisation. Si le processus de paix actuel et les processus de paix appeler les victimes pour une solution au conflit, on n'était pas sûr que l'insistance sur l'actualité et la réactualisation permanente de la douleur des victimes dans l'espace public pouvait faire quelque chose pour ces victimes. Alors j'ai proposé l'idée de la désubjectivation et l'idée de la dévictimisation à partir de la reconstruction de la force des victimes en tant que collectif comme proposition nouvelle dans ce travail. Et j'espère que ça va apporter quelque chose aujourd'hui dans mon pays où il y a un processus qui avance, Mike vient, et aussi il y a 2 institutions très importantes pour lesquelles j'ai écrit. La justice spéciale pour la paix et la commission de la vérité. J'espère pouvoir apporter au moins à la fin du travail de la commission et pour ce qui suit dans le travail de la justice spéciale. C'est parfait. Donc vous l'avez compris, peut-être que l'année prochaine, au même moment, nous aurons leurs livres entre les mains et on pourra vous les offrir à la lecture. Une petite précision pour celles et ceux qui nous rejoindront demain sur le campus Condorcet. Nous avons un partenariat avec la librairie Les Maupassants qui vont vous permettre de consulter, éventuellement acheter les autres ouvrages de la collection. Vous verrez que
nous avons déjà un très beau catalogue et de très beaux travaux de recherche de jeunes chercheurs. Alors, il me revient le plaisir maintenant de non pas introduire un jeune chercheur prometteur, mais un projet innovant que nous avons lancé, puisque, vous le savez, l'une des particularités de l'IDEA a été de continuer de travailler ardemment pendant la pandémie, d'innover avec cette monographie, et je laisse Hélène Agy vous l'expliquer et introduire notre tout premier lauréat de ce prix. Bonsoir à tous et toutes. L'Institut des Amériques, à l'initiative de notre collègue Marie-Jeanne Rossignol, professeure à l'Université de Paris en civilisation Amérique du Nord, crée le prix de la monographie originale sur les Amériques, écrite par un enseignant-chercheur plus confirmé, qui vise des manuscrits récents en cours de publication, souvent issus de la préparation de l'HDR, mais pas nécessairement, et qui font partie, cette année, de préfiguration d'un projet plus vaste de prix que nous allons, je l'espère, je regarde vers Paul-Henri Giraud, décerner annuellement. Nous avons reçu pour la première mouture expérimentale de ce prix de nombreux manuscrits qui venaient d'une grande diversité des disciplines en sciences humaines et sociales, et nous les avons examinés grâce à l'aide collégiale et confidentielle d'un jury composé à parts égales de spécialistes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine, de spécialistes des Amériques en poste à l'étranger, et en respectant une parité homme-femme tout à fait louable. Mis à part moi qui faisais partie de ce jury, je tiens à remercier Gérard Boismenu de l'Université de Montréal, Cécile Coquet-Mokoko de l'Université Paris-Saclay, Serge Jaumin, ici présent de l'Université libre de Bruxelles, Marie-Jeanne Rossignol, donc de l'Université de Paris, Virginie Babi-Collin, ex-Marseille Université, Guillaume Bocara, EHESS, Saulo Neiva, Université Clermont-Auvergne, Carlos Kenan, que j'ai aperçu également, de l'Université Sorbonne Nouvelle, et Modesta Suarez, de l'Université Toulouse 2, spécialiste comme moi de poésie et donc représentante de la littérature d'Amérique latine. Nous avons le grand plaisir, comme vous pouvez le lire, de récompenser l'ouvrage de Franck Gaudichaud, Résister au néolibéralisme dans les pays du Sud, une étude du syndicalisme portuaire et des politisations du travail dans le Chili actuel. Franck est professeur des universités en histoire et civilisation des Amériques latines contemporaines à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et membre de l'UMR Framespa. Il a soutenu son HDR sous la direction de Jimena Obregón à l'Université Rennes 2, et ses principales thématiques de recherche et d'enseignement sont, entre autres, néolibéralisme, syndicalismes et conflits du travail en Amérique du Sud, les mouvements sociaux, les gauches et les processus nationaux populaires en Amérique latine, et une étude critique des transitions et consolidations démocratiques dans le cône sud. En lien avec ces thématiques, il a publié en 2021 un ouvrage en codirection qui s'intitule « Gouvernement progressiste en Amérique latine, la fin d'un âge d'or, 1998-2018 ». L'INEDI, dont l'Institut des Amériques soutient la publication « Résister au néolibéralisme dans les pays du Sud », porte sur une étude du syndicalisme portuaire et des politisations du travail dans le Chili actuel. Il s'inscrit dans la problématique des études sur le mouvement syndicaliste. Ces travaux sont menés depuis une démarche qui se veut une hybridation des regards et avec des outils qui privilégient le dialogue entre les disciplines, histoire, sociologie ou sciences politiques. C'est un ouvrage que le jury a immensément apprécié, je le disais à Franck en coulisses il y a un instant, car il est riche d'une profondeur historique qui remonte 2 siècles en arrière, avant de se concentrer sur la période post-dictature des années 1990 à 2016. Il présente une lecture ethnographique ainsi que des sources originales, une iconographie riche
Une vingtaine d'entretiens longs qui ont été réalisés auprès d'acteurs divers, dont les appartenances politiques vont de l'oligarchie nationale au néolibéralisme international, au monde ouvrier des dockers, qui, en ce début du XXIe siècle, s'élabore comme un monde de résistance, voire d'insubordination. Je puis donc dire, au nom de l'ensemble du jury, que nous sommes heureux de décerner le prix de la monographie au manuscrit de Franck Gaudichaud. Ouvrage engageant et engagé sur les luttes sociales du mouvement syndical portuaire chilien, ce travail est également intersectionnel dans les liens qu'il établit avec d'autres formes de contestation menées dernièrement par les étudiants, le mouvement féministe ou des luttes syndicales dans d'autres secteurs comme les mines et les transports. Nous avons lu avec passion cette odyssée politique et sociale et nous vous remercions, cher Franck, de l'avoir soumise à notre sagacité. Bonsoir à toutes et tous. Vous l'aurez compris, donc ce prix c'était chercheur confirmé. Donc en général, ça veut dire que vous commencez à être un peu vieux en fait, hein. Il faut le dire. Je voulais évidemment remercier l'expertise, le jury qui aujourd'hui me permet d'être ici, l'Institut des Amériques, tous ceux qui participent finalement collectivement à l'organisation du congrès, mais aussi à la vie quotidienne, hein, du réseau. Je pense que l'IDEA, c'est une belle démonstration de ce qu'est la recherche finalement, la recherche collective, la recherche en réseau, la recherche des deux côtés de l'Atlantique aussi. Et donc, de ce point de vue, pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir recevoir ce prix aujourd'hui. D'autre part, évidemment, ce prix, pour moi, il est dédié aux dockers chiliens, ceux à qui j'ai passé presque 2 ans de terrain, à faire des allers-retours entre Santiago et les ports, notamment les ports du sud Chili. Là aussi, on voit que l'importance du financement de la recherche, hein, cette recherche, elle a pu être menée parce que j'ai eu une délégation CNRS. Donc voilà, c'est une monographie collective, mais finalement, comme toujours dans la recherche, c'est aussi le produit d'institutions, de travail collectif. Enfin, c'est une monographie individuelle, mais c'est le prix d'institutions et d'un travail collectif. Et donc bon, c'est aussi une manière pour moi de reconnaître tous ceux qui m'ont ouvert la porte pendant ce travail qui est issu effectivement d'un inédit de HDR. Donc remercier la garante qui a été Jimena Obregón, qui m'a soutenu. En ce sens-là, c'est aussi important, je pense, de souligner tout ça. D'ailleurs, cette monographie va être publiée en espagnol au Chili. Et j'espère bien pouvoir la présenter à l'Union portuaire et dans les ports où j'ai pu participer, faire des enquêtes ethnographiques, mais aussi partager. Vous pouvez imaginer que les dockers chiliens, ils bossent beaucoup, mais aussi ils sont très festifs, ils sont très sympathiques. Et j'ai beaucoup de réseaux maintenant dans les ports chiliens. Et la dernière chose, parce que j'ai promis de pas être long. Je pense qu'on vit quand même un moment très très compliqué. Je pense qu'il y aura un grand consensus là-dessus. Une crise pandémique, une crise économique, une crise démocratique. Enfin, on pourrait décliner comme ça. Et moi, je pense que c'est intéressant de voir dans ce congrès, il y a plusieurs ateliers qui montrent que notre recherche reste ouverte sur ce qui se passe dans le monde. Il y a plusieurs ateliers sur la crise pandémique, sur la question j'ai vu un atelier sur le capitalisme tardif. Demain, il y a la responsabilité sociale des chercheurs. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui font qu'on continue à défendre une recherche qui soit ouverte sur la société. Et donc, saluer avant tout aussi les jeunes chercheurs, ceux qui arrivent. C'est pas facile, on est dans des conditions parfois très difficiles. Il y a beaucoup de précarité aussi. Donc, c'est bien de voir qu'il y a du financement pour les thèses, pour les doctorats. Et donc, mes salutations à eux avant tout. C'est la nouvelle génération qu'il faut qu'on soutienne en tant que chercheurs confirmés. Voilà.